Victor Sinclair avait bâti sa vie sur deux principes inébranlables, la loyauté et les conséquences. À 45 ans, il se portait avec la précision mesurée d'un homme ayant passé 15 années dans le renseignement militaire avant de se tourner vers le conseil en sécurité privée. Ses clients comprenaient des entreprises du Fortune 500, des diplomates étrangers, et, parfois, des personnes ayant besoin que leurs problèmes disparaissent discrètement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Sa maison imposante dans le comté de Westchester était le reflet de son succès, 6 chambres, des jardins soigneusement entretenus, et un système de sécurité digne de la défense nationale. Mais c'était son bureau au sous-sol, insonorisé et tapissé de moniteurs, où résidait la véritable expertise de Victor. Il comprenait tout sur la surveillance, la pression psychologique, et l'art subtil de faire avouer les secrets les plus enfouis. Sa femme, Brooke, avait 28 ans lorsqu'il s'était marié il y a 5 ans. Une brune époustouflante, aux yeux pleins d'ambition, qui avait travaillé dans les relations publiques pour une entreprise de Manhattan. Elle l'avait courtisé sans relâche lors d'un gala de charité, prétendant être attirée par son intensité mystérieuse. Victor, de 15 ans, son aîné et récemment divorcé d'un mariage qui s'était effondré sous le poids de ses missions militaires, avait été flatté par son attention. Brooke s'était rapidement adaptée au mode de vie que l'argent de Victor lui offrait. Elle avait quitté son travail en moins de 6 mois, affirmant vouloir se concentrer sur le soutien à sa carrière et, plus tard, sur la construction d'une famille. Victor, satisfait de cet arrangement, voyageait fréquemment pour le travail, tandis que Brooke semblait épanouie en gérant leur agenda social et en redécorant leur maison avec un goût coûteux. Mais un premier léger fissure apparut il y a 18 mois, lorsque Victor remarqua des changements subtils. Le téléphone de Brooke était devenu un appendice permanent de sa main, toujours posé face cachée sur toutes les surfaces. Elle avait développé de nouvelles habitudes, des cours de yoga qui se prolongeaient tard, des clubs de lecture qui ne semblaient jamais vraiment discuter de livres, et des séances de shopping qui produisaient étrangement peu d'achats au regard de leur durée. L'entraînement de Victor lui avait appris à faire confiance à ses instincts, et ses instincts criaient que quelque chose n'allait pas. Mais il avait aussi appris la patience. Les actions précipitées menaient à des résultats bâclés, et Victor Sinclair n'avait jamais produit de résultats bâclés. Il observa donc. Il remarqua que les cours de yoga de Brooke le mercredi coïncidaient avec ses dîners réguliers avec des clients en ville. Il remarqua également que ses clubs de lecture se réunissaient exclusivement lorsqu'il était en voyage d'affaires. Il répertoria ses nouvelles habitudes, elle commençait à prendre une douche immédiatement après ses courses, et faisait désormais sa propre lessive au lieu de la confier au service habituel. 3 mois d'observation lui avaient donné un modèle clair. 3 autres mois d'investigation discrète, en utilisant des compétences qu'il avait perfectionnées au cours de sa carrière, lui avaient permis de découvrir un nom, Todd Brennan, 34 ans, un entraîneur personnel propriétaire d'une petite salle de sport à Mount Kisco, non loin. Mais Victor ne les confronta pas. Il se contenta de planifier. L'homme qui avait orchestré des opérations de contre-espionnage sur 3 continents savait que la meilleure vengeance n'était pas une colère chaude. C'était froide, calculée, et absolument dévastatrice. Brooke et Todd pensaient qu'ils menaient une liaison secrète. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient dans un piège qui avait pris 2 ans à préparer. Le bureau de Victor au sous-sol contenait désormais des dossiers sur eux qui rivaliseraient avec les dossiers du FBI. Les finances de Todd, l'ordonnance de protection de son ex-petite amie, sa dépendance à la cocaïne qu'il croyait avoir cachée à tous. L'addiction de Brooke au shopping, son désir désespéré de maintenir les apparences, sa dépendance croissante aux médicaments contre l'anxiété. Mais ces points de pression n'étaient que les évidents. Victor était allé plus loin, identifiant leur vulnérabilité psychologique, leurs peurs, leurs rêves. Il savait que Todd devait encore $60 000 à son ancien partenaire commercial pour une société de suppléments qui avait échoué. Il savait que Brooke avait secrètement rencontré des avocats spécialisés dans les divorces, projetant de prendre la moitié de tout ce que Victor avait construit. Il pensait jouer un jeu simple d'adultère. Victor jouait aux échecs sur un échiquier qu'il ne pouvait même pas voir. L'appel viendrait bientôt. Victor s'en était assuré. Quand il viendrait, la phase finale de son plan commencerait, et Brooke et Todd découvriront qu'il existe des personnes qu'il ne faut jamais trahir. Chapitre 2, la découverte.
Le moment réel de confirmation arriva un jeudi soir, lorsque Victor revint de manière inattendue d'un voyage d'affaires censé durer une semaine à Chicago. Il dit à Brooke que son vol avait été retardé jusqu'au vendredi, puis se rendit directement chez lui au lieu d'aller à son hôtel. Il n'entra pas par la porte principale. Il utilisa plutôt l'entrée de service par le garage, se déplaçant dans sa propre maison comme un fantôme qu'il avait été formé à devenir. Les bruits venant de l'étage lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le rire de Brooke, des voix masculines inconnues, de la musique plus forte qu'elle n'aurait jamais permis quand il était là. Victor se positionna dans le couloir, là où la caméra de sécurité ne pouvait pas le détecter. Et il écouta. La voix de Todd était distinctive, plus profonde que celle de Victor, avec une arrogance décontractée qui suggérait qu'il se sentait totalement à l'aise dans la maison d'un autre homme. Mais il y avait une autre voix masculine, une voix que Victor ne reconnaissait pas. « Je t'avais bien dit que cet endroit était dingue », disait la voix inconnue. « Ta copine s'est vraiment trouvé un sucre d'orge. »« Ce n'est pas ma copine », répondit Todd, sa voix plus proche maintenant, probablement dans la cuisine. « C'est strictement professionnel. Mari riche qui voyage tout le temps. Femme seule qui a besoin d'attention. Chacun y trouve son compte. » Un rire suivit, celui de Brooke. « Ne sois pas si romantique, Todd. Mais je dois admettre que c'est agréable d'avoir tout l'endroit pour nous. Victor deviendrait fou s'il savait que je reçois quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Embaucher quelqu'un pour te surveiller? » La voix inconnue reprit, suivie des éclats de rire des trois. Victor sourit dans l'obscurité. Si seulement il savait. Il se retira dans son bureau du sous-sol et examina les enregistrements de sécurité des 3 dernières heures. Todd était arrivé à 19 h, suivi 20 minutes plus tard par un autre homme que le logiciel de reconnaissance faciale de Victor identifia comme Derek Hollis, 29 ans, un barman de Manhattan, avec un casier judiciaire comprenant des accusations de vol à la tire et d'agression. Donc, ce n'était pas juste une liaison. Brooke organisait des fêtes chez lui, traitant son espace comme son terrain de jeu personnel. Le manque de respect était stupéfiant dans son audace. Victor ouvrit le fichier intitulé Phase 2 sur son ordinateur. À l'intérieur, se trouvaient des profils psychologiques détaillés, des documents financiers et une chronologie qui s'étendait sur 6 mois dans le futur. Chaque appel téléphonique serait surveillé, chaque mouvement tracé, chaque vulnérabilité exploitée. Mais avant cela, il devait établir les règles du jeu. Victor passa un coup de téléphone à son ancien collègue Marcus Chin, qui dirigeait maintenant une entreprise de sécurité privée à Queens. « J'ai besoin de 3 hommes pour une mission de consultation. Discret, professionnel. Demain matin à 9 h. Puis il se rendit dans un hôtel pour la nuit, s'assurant que son alibi restait intact. Le lendemain matin, Victor rentra chez lui pour trouver Brooke dans la cuisine, vêtue de son peignoir en soie préféré et arborant une expression parfaitement innocente. Elle le salua d'un baiser qui avait le goût du mensonge. « Comment était Chicago ?» demanda-t-elle en remplissant sa tasse de café. « Productif », répondit Victor, scrutant son visage à la recherche de signes. La légère tension autour de ses yeux, la manière dont ses doigts tapaient contre le comptoir. Elle était nerveuse, mais elle essayait de le cacher. Et une relation compliquée avec les figures parentales. Êtes-vous prête à explorer ce territoire émotionnel? Les yeux de Lily s'illuminèrent, un éclat de faim qu'il avait anticipé chez elle. Absolument. J'ai joué dans du Shakespeare, du théâtre expérimental. Je n'ai pas peur de la complexité psychologique. Parfait. La rémunération est de 50 000 $ pour 6 semaines de travail, mais vous devrez maintenir le personnage même lorsque vous n'êtes pas en train de tourner. Considérez cela comme un exercice d'acting de méthode prolongée. L'argent était suffisant pour garantir l'engagement total de Lily. Victor lui fournit un passé détaillé pour son personnage, Linda Chambers, une jeune femme qui avait été sous soins psychiatriques, qui avait des souvenirs flous d'avoir été séparée de sa famille, qui voulait désespérément renouer avec des parents qui ne se souvenaient même peut-être plus d'elle. Pendant 3 semaines, Victor travailla avec Lily pour développer le personnage de Linda. Il lui enseigna des manières spécifiques,
la guida sur les schémas psychologiques de quelqu'un ayant vécu dans des institutions psychiatriques et lui donna suffisamment de détails pour convaincre n'importe quel observateur. Pendant ce temps, la pression sur ses cibles ne cessait d'augmenter. Le gymnase de Todd échoua à une deuxième inspection, entraînant une fermeture temporaire qui lui coûta près de 20 000 $. Derek fut arrêté à nouveau, cette fois sur des charges qui risquaient de tenir. Brooke, percevant désespérément l'augmentation de la détresse de son amant, commença à parler plus sérieusement de divorce. Victor savait, grâce à la surveillance de leur conversation, que Brooke avait engagé un avocat et prévoyait de déposer les papiers après le prochain voyage d'affaires de Todd. Elle et Todd avaient discuté de leur avenir ensemble, une fois qu'elle aurait sécurisé son règlement. Ils pensaient être à 2 doigts de leur victoire. Au lieu de cela, ils marchaient droit vers la fin de partie de Victor. L'appel du Westchester Medical Center arriva un mercredi après-midi. Victor avait cultivé sa relation avec la docteure Elena Rodriguez, la directrice du service psychiatrique, pendant plusieurs mois. Elle pensait qu'elle était consultée sur une affaire complexe concernant une jeune femme atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Une personne retrouvée errant à Manhattan, sans souvenir clair de son passé. Nous l'avons sous observation depuis 48 heures, expliqua la docteure Rodriguez lors de leur conversation téléphonique. Elle a demandé à voir quelqu'un nommé Victor. Elle prétend qu'il est son père. Nous avons finalement trouvé une correspondance dans notre base de données. Victor manifesta une inquiétude appropriée, feignant la confusion. Je n'ai pas de fille, docteur Rodriguez, il doit y avoir une erreur. Voilà ce qui rend ce cas si intéressant. Elle possède des détails très précis sur votre adresse, votre maison, et décrit des pièces d'une manière qui suggère qu'elle y a déjà été. Il est possible qu'elle vous ait rencontré, vous votre famille, dans un contexte qui aurait créé un faux souvenir. Que recommandez-vous? Nous aimerions que vous veniez la voir. Parfois, voir la personne aide à clarifier si cette connexion est authentique ou simplement une construction psychologique. De toute manière, votre coopération pourrait être cruciale pour son traitement. Victor accepta, bien sûr. Il s'assura également que la conversation soit enregistrée et que la docteure Rodriguez comprenne qu'il venait purement en tant que bon samaritain, aidant une jeune femme confuse qui semblait s'être fixée sur lui. Le décor était désormais planté. Lily Morrison était devenue Linda Chambers à un tel point qu'elle avait convaincu des professionnels psychiatriques formés. Brooke et Todd planifiaient leur avenir avec l'argent qu'ils croyaient voler à Victor. Derek était en garde à vue, incapable d'interférer avec ce qui allait se passer. Victor avait passé 2 ans à préparer ce moment, où tous les fils se rejoindraient dans une confrontation qui anéantirait complètement la vie de ses ennemis. Il passa un dernier appel avant de se rendre à l'hôpital. Son avocat, William Foster, était un spécialiste des problèmes juridiques discrets auxquels des hommes comme Victor pouvaient faire face. Bill, je vais avoir besoin de toi en attente. Il pourrait y avoir quelques complications dans ma vie personnelle cette semaine. Rien de criminel, mais peut-être un peu de désordre. Compris. Même arrangement que d'habitude. Exactement. Documentation complète, discrétion totale, et tout nettoyage nécessaire. Victor raccrocha et vérifia son apparence dans le miroir. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme d'affaires accompli, préoccupé par un appel téléphonique perturbant. Personne ne soupçonnait qu'il était sur le point de mettre en place la destruction totale de 3 personnes qui pensaient pouvoir le trahir. Le trajet jusqu'au Westchester Medical Center dura 23 minutes. À son arrivée, Victor fut accueilli par la docteure Rodriguez, qui le conduisit à travers des couloirs stériles vers l'aile psychiatrique. « Je devrais vous prévenir, dit-elle en marchant. Linda a été très insistante concernant votre relation. Elle pourrait devenir émotive lorsque vous la verrez. Nous devrons observer sa réaction pour déterminer si cela est thérapeutique ou potentiellement nuisible pour son état mental. Bien sûr, je veux juste aider si je le peux. » Ils s'arrêtèrent devant une porte marquée « Salle de consultation B ». À travers la petite fenêtre, Victor aperçut Lily Morrison, non, Linda Chambers maintenant, assise à une petite table, vêtue d'une tenue de patient, et ressemblant exactement à une personne ayant passé du temps en soins psychiatriques. Elle avait fait son travail parfaitement. La docteure Rodriguez ouvrit la porte et entra. « Linda,
voici Victor Sinclair. Tu voulais le voir. Lily leva les yeux et, pendant un instant, Victor crut presque à la performance. Ses yeux se remplirent de larmes. Son visage montrait un mélange d'espoir et de confusion qui semblait absolument sincère. « Père, murmura-t-elle. » Et à ce moment-là, la vengeance de Victor commença véritablement. Et la noirceur, puis l'éveil dans un lieu au mur blanc. On lui avait dit que son père était dans un établissement différent, qu'il avait besoin d'un traitement spécial pour sa blessure à la tête. La gorge de Victor se dessécha instantanément. Il avait donné à Lily un contexte impliquant des soins psychiatriques et une séparation familiale, mais rien au sujet d'un accident ou de son propre traumatisme. Elle était en train de créer ce récit en temps réel, et les détails qu'elle ajoutait étaient terrifiants de précision. « Monsieur Sinclair, » dit le docteur Rodriguez en se tournant vers lui, « avez-vous déjà subi un traumatisme crânien? Des périodes de perte de mémoire? » Les dossiers médicaux militaires de Victor indiquaient une commotion cérébrale suite à une explosion d'IED en Afghanistan. Quelque chose qu'il avait délibérément omis de mentionner dans le briefing de Lily. Il n'y avait aucune possibilité qu'elle puisse savoir cela. « Ah, oui, en effet, » répondit-il, « militaire, mais c'était il y a 15 ans, et je n'ai jamais eu de problème de mémoire. » Il marqua une pause, laissant l'incompréhension s'immiscer dans sa voix. « Vous voulez dire que cette jeune femme croit qu'elle est ma fille d'avant ma blessure? » « C'est une possibilité que nous devons explorer, » répondit le docteur Rodriguez. « Linda, pouvez-vous nous dire autre chose sur votre père? Des détails qui pourraient nous aider à comprendre la connexion que vous ressentez avec Monsieur Sinclair. » Lily essuya ses yeux et prit une respiration tremblante. Il me lisait des histoires sur une princesse qui vivait dans une tour et il avait une cicatrice sur son épaule, ici. Elle désigna un endroit sur son omoplate gauche, là où il avait été touché lorsqu'il était soldat. Le sang de Victor se glaça. Il avait bien une cicatrice exactement à cet endroit, causée par des éclats d'obus qui avaient déchiré son gilet tactique. Et quand il était plus jeune, bien plus jeune, il avait raconté des histoires au coucher à son neveu sur une princesse dans une tour. Des histoires qu'il avait inventées pour aider l'enfant à dormir après la mort de ses parents. Mais ces détails n'étaient dans aucun fichier auquel Lily aurait pu avoir accès. Il avait été extraordinairement prudent avec les informations qu'il lui avait fournies. « Docteur Rodriguez, » dit Victor, sa voix serrée par une émotion qui n'était plus entièrement simulée, « j'ai besoin de vous parler en privé. » Ils sortirent du bureau de consultation, laissant Lily assise à la table, les yeux fixés sur ses mains avec une expression de solitude dévastatrice. « Docteur, je vais être totalement honnête avec vous, » dit Victor, son esprit courant à travers des possibilités. « J'ai été marié avant, brièvement. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ma femme est morte dans un accident de voiture. On m'a dit qu'il n'y avait pas de survivants. C'était un mensonge complet, mais c'était la seule explication qui avait du sens face à ce qui venait de se produire. » Le docteur Rodriguez hocha lentement la tête. « Quel âge aurait votre fille au moment de l'accident, si elle existait? » 7 ans. Mais on ne m'a jamais parlé d'un enfant. Le rapport officiel disait que ma femme était seule dans la voiture. La suppression de la mémoire est une réponse documentée au traumatisme sévère, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, expliqua le docteur Rodriguez. Il est possible que les souvenirs de Linda à votre sujet soient réels, mais fragmentés. Et il est également possible que votre propre réponse traumatique à la perte de votre femme ait impliqué l'effacement de souvenirs d'un enfant. Victor eut l'impression de tomber dans un trou de lapin qu'il avait lui-même créé. Lily Morrison était censée être une actrice jouant un rôle, mais les détails qu'elle fournissait, des détails qui résonnaient avec son propre passé soigneusement caché, suggéraient quelque chose de bien plus complexe. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il. « Nous poursuivons l'évaluation. Des tests ADN fourniront des réponses définitives concernant toute relation biologique. En attendant, je vous recommande à tous les deux de subir une évaluation psychologique pour explorer ces souvenirs retrouvés. » Victor hocha la tête, son esprit calculant déjà les implications. Les tests ADN prouveraient que Lily n'était pas sa fille, mais l'évaluation psychologique pourrait révéler des aspects de son propre passé qu'il préférait garder enfouis. De plus, si cette histoire venait aux oreilles de Brooke, cela compliquerait son plan de vengeance de manière imprévue.
Ils retournèrent dans la salle de consultation où Lily était toujours assise, immobile. Linda, dit doucement le docteur Rodriguez, nous allons procéder à des tests pour clarifier votre relation avec Monsieur Sinclair, mais je veux que vous sachiez qu'indépendamment des résultats, nous allons vous aider. Lily leva les yeux vers Victor avec des yeux qui semblaient porter bien trop de douleur pour quelqu'un qui était censé jouer un rôle. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. N'est-ce pas, papa? Victor se retrouva véritablement sans mots. Je suis désolé. Je ne me souviens pas bien de cette époque de ma vie, mais je veux t'aider, quel que soit ce que nous découvrirons. Veux-tu rester avec moi ce soir? Je suis seul depuis tellement de temps. Le docteur Rodriguez secoua la tête. La politique de l'hôpital ne permet pas aux visiteurs de passer la nuit dans l'aile psychiatrique, mais Monsieur Sinclair peut venir durant les heures de visite habituelles pendant que nous travaillons sur cela. Je reviendrai demain, promit Victor, et il fut surpris de réaliser qu'il le pensait sincèrement. Alors qu'il rentrait chez lui, l'esprit de Victor tournait à toute vitesse, explorant toutes les possibilités. Soit Lily Morrison était une actrice bien plus talentueuse qu'il ne l'avait imaginé, soit. Et il avait, d'une manière ou d'une autre, recherché des détails sur son passé qui n'auraient pas dû être accessibles, ou alors, quelque chose de bien plus étrange se produisait. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était sa propre réaction. Pour la première fois en 2 ans de planification minutieuse, Victor se sentit incertain de son prochain mouvement. La performance de Lily avait été si convaincante qu'il avait commencé à y croire lui-même, et cela, c'était dangereux. Il avait un plan de vengeance à exécuter, des cibles à détruire, et une réputation d'efficacité implacable à maintenir. Il ne pouvait pas permettre que des sentiments ou de la confusion viennent perturber ce qu'il avait mis 2 ans à construire. Mais alors qu'il s'engageait dans l'allée de son domicile et apercevait la voiture de Brooke absente, il n'y avait aucun doute qu'elle était avec Todd. Célébrant leur victoire imminente, Victor réalisa que son plan parfait venait de recevoir sa première variable imprévisible. Et les variables imprévisibles avaient la fâcheuse tendance à tout chambouler. Chapitre 5. Les complications. Victor entra dans sa maison, pour la trouver vide, ce qui n'était guère surprenant. Le programme du mercredi soir de Brooke était aussi prévisible qu'une horloge bien réglée. Cours de yoga à 18h, suivi d'un dîner avec Todd dans n'importe quel restaurant jugé suffisamment discret pour ne pas attirer l'attention. Il serait parti jusqu'après minuit. Il se dirigea directement vers son bureau au sous-sol et commença à revoir les images de surveillance de la journée. La matinée avait été routinière. Brooke avait passé plusieurs appels à son avocat en divorce, confirmé ses plans avec Todd pour la soirée, et passé 40 minutes à rechercher des propriétés coûteuses dans les hantons sur son ordinateur. Mais les images de l'après-midi étaient plus intéressantes. Derek Hollis avait été libéré sous caution et s'était rendu chez eux à 14h. La conversation entre lui et Brooke avait été tendue. Victor lança l'enregistrement audio et écouta attentivement. « Je te dis que quelque chose ne va pas, disait Derek. D'abord, les flics trouvent de la drogue dans ma voiture, alors que je jure que ce n'était pas là. Ensuite, l'entreprise de Todd se retrouve avec toutes ces violations. Et maintenant, tu me dis que Victor a reçu un appel étrange à propos d'une fille. C'est probablement rien, répondit Brooke, mais sa voix trahissait une pointe d'anxiété. Les riches sont souvent ciblés par des arnaqueurs. Quelqu'un a probablement fait des recherches sur lui en ligne et a entraîné une fille pour lui tirer les ficelles. Ou alors, quelqu'un nous regarde, répliqua Derek. Quelqu'un qui en sait assez sur notre situation pour commencer à nous faire pression. Tu es paranoïaque. Vraiment? Réfléchis un peu, Brooke. Le gym de Todd est fermé au moment où il a le plus besoin d'argent. Je me fais arrêter pour possession, juste au moment où tu as besoin de moi pour t'aider à vider tes affaires. Et maintenant, Victor se fait tirer dans une urgence, juste quand on prévoit de passer à l'action. Victor sourit amèrement. Derek était plus intelligent qu'il ne le pensait. Mais l'intelligence sans preuve n'était que de la paranoïa. Même si quelqu'un les observait, dit Brooke, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire? Victor voyage constamment. Il prête à peine attention à ce que je fais quand il est à la maison. Et son contrat prénuptial est à l'épreuve des balles. Je touche la moitié de tout ce qui a été acquis durant le mariage, peu importe la faute.
Et s'il demande le divorce en premier? Sur quelle base? Il devrait prouver l'adultère, et il n'est jamais assez présent pour nous surprendre. Et puis, Todd et moi, on a été prudents. Victor éclata de rire dans son sous-sol vide. Prudent. Ils avaient couché dans son lit, utilisé sa douche, mangé sa nourriture, et planifié leur avenir avec son argent. Leur définition de « prudence » était délicieusement naïve. Mais la paranoïa de Derek était un problème. Si ce dernier arrivait à convaincre Brooke et Todd de modifier leur plan, cela pourrait perturber le calendrier de Victor. Il avait besoin qu'ils suivent exactement le plan qu'ils avaient tracé, avec leur excès de confiance et leur prévisibilité, ce qui signifiait que Derek devait être retiré définitivement de l'équation. Victor ouvrit une application de communication sécurisée et envoya un message à Marcus Chin. Besoin d'une consultation immédiate sur la cible secondaire. Conditions habituelles. La réponse arriva en quelques minutes. Compris. On s'en occupe ce soir. Derek Hollis serait de nouveau en détention d'ici le matin. Cette fois, avec des charges qui le garderaient en prison pendant des mois. Victor possédait des preuves de son trafic de drogue, de sa participation à plusieurs braquages armés, et de sa violation de l'ordonnance restrictive déposée par son ex-petite amie. Il suffirait d'une dénonciation anonyme auprès du bon détective, et Derek disparaîtrait de la vie de Brooke et Todd comme s'il n'avait jamais existé. Mais la situation avec Lily Morrison était bien plus complexe. Victor avait passé son trajet vers la maison à analyser sa prestation, cherchant à déterminer si elle était encore en train de jouer un rôle, ou si quelque chose d'autre se passait réellement. Les détails qu'elle avait fournis sur sa cicatrice et les histoires de princesse l'inquiétaient particulièrement. Ce n'étaient pas des informations qu'on pouvait trouver en ligne ou obtenir par une enquête de routine. Ce sont des détails intimes de son passé qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Victor ouvrit ses fichiers sécurisés et commença à passer en revue tout ce qu'il savait sur Lily Morrison. Née à Portland, dans l'Oregon, d'un père et d'une mère morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 15 ans. Élevée par sa grand-mère jusqu'à ses 18 ans, avant de déménager à New York pour se lancer dans une carrière d'actrice. Aucune fratrie, pas de famille élargie, aucune connexion à son passé qu'il aurait pu identifier. Mais et si son passé n'était pas ce qu'il semblait être? L'expertise de Victor résidait dans la création de fausses identités et la manipulation d'informations. Et si quelqu'un d'autre jouait le même jeu, utilisant Lily comme une arme contre lui? Cette possibilité était inquiétante. Victor avait fait des ennemis durant son service militaire, des personnes qui pourraient vouloir se venger des décennies plus tard. Mais aucun d'entre eux ne devait connaître sa situation actuelle avec Brooke. Et aucun d'eux n'aurait de raison de le viser avec une opération psychologique aussi élaborée. À moins que tout cela ne soit pas lié à son passé militaire du tout, à moins que quelqu'un ait découvert son plan de vengeance et... Il essayait de retourner la situation contre lui. Victor ressentait une sensation familière, celle de l'hyperconscience qui surgit lorsqu'une mission est compromise. Chaque fibre de son être lui disait qu'il n'était plus le seul acteur dans ce jeu. Son téléphone sécurisé vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Tu apprécies tes retrouvailles avec Linda ? Certaines connexions familiales vont plus loin que la mémoire. » Un ami. Victor fixa le message, son esprit tournant à toute vitesse, explorant toutes les possibilités. Quelqu'un l'observait, quelqu'un qui savait pour la visite à l'hôpital, quelqu'un qui comprenait les points de pression psychologique qui l'affecteraient le plus. Il suivit le numéro, mais celui-ci menait à un téléphone prépayé, acheté en espèces dans un magasin d'électronique à Manhattan. Les caméras de sécurité du magasin avaient mystérieusement cessé de fonctionner ce jour-là. C'était un travail professionnel. Celui qui se cachait derrière cela connaissait la sécurité opérationnelle aussi bien que lui. Un second message arriva, brisant l'instant d'incertitude. Ta femme prévoit de déposer des papiers de divorce lundi. Je pensais que tu devrais savoir. Elle n'est pas la seule à avoir des amis qui surveillent. Victor supprima les deux messages et passa 20 minutes à effectuer des protocoles de contre-surveillance sur ses propres systèmes. Il savait que quelqu'un surveillait ses communications, mais cette personne avait couvert ses traces d'une manière experte. L'intrusion était suffisamment sophistiquée pour suggérer une formation militaire ou des services de renseignement. À 23 heures, Brooke n'était toujours pas rentrée chez elle.
Victor vérifia sa localisation via l'application de suivi sur son téléphone. Elle était chez Todd, sûrement en train de célébrer leurs derniers préparatifs. Il prit une décision. Le lendemain, il retournerait à l'hôpital et pousserait Lily Morrison davantage, pour savoir si elle jouait un rôle ou si elle était quelque chose de bien plus dangereux. Il accélérait aussi son calendrier pour détruire Brooke et Todd. Mais ce soir, il tendrait un piège pour celui qui manipulait les événements dans l'ombre. Victor passa 2 heures à modifier son système de sécurité, ajoutant des protocoles de détection pour repérer toute tentative de surveillance. Il plaça aussi plusieurs informations erronées dans ses fichiers numériques, des détails sur ses plans légèrement incorrects. Si quelqu'un le surveillait, il agirait sur cette fausse information et se trahirait ainsi. Alors qu'il finissait ses préparatifs, la voiture de Brooke entra dans l'allée. Victor la regarda à travers ses moniteurs, la voyant trébucher légèrement en sortant de la voiture. Elle avait bu plus que d'habitude. Elle entra dans la maison, se dirigeant directement vers leur chambre, où elle se douchait et se changeait en pyjama avant de vérifier une dernière fois son téléphone. Puis elle s'endormit avec l'expression sereine de ceux qui croient que leurs problèmes sont presque résolus. Victor resta dans son bureau du sous-sol, révisant les images et analysant les données jusqu'à 3 heures du matin. Quelque part dans l'ombre, un ennemi inconnu jouait un jeu qui entrait en collision avec ses propres plans. D'ici demain soir, il saurait qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Alors, il les détruirait, ainsi que tous ceux qui avaient eu l'audace de penser qu'ils pouvaient manipuler Victor Sinclair. Chapitre 6, la vérité dévoilée. Victor arriva au Westchester Medical Center le matin suivant, avec une mallette contenant du matériel de test ADN et un analyseur de stress vocal déguisé en enregistreur numérique. S'il découvrait que Lily Morrison jouait un rôle, il le prouverait. Si ce n'était pas le cas, il devait comprendre ce qui se passait réellement. Le docteur Rodriguez le rencontra dans le hall, l'air empreint de professionnalisme inquiet. « Monsieur Sinclair, je suis content que vous soyez ici. Linda a eu une nuit difficile. Elle commence à se souvenir de certains événements, des souvenirs très détaillés et très traumatisants. Nous avons dû augmenter sa sédation. » « Quel genre de souvenirs, demanda Victor, sont-on impassibles? L'accident de voiture dont elle a parlé hier, mais avec beaucoup plus de détails. Elle décrit des choses très spécifiques, la température de l'eau, le bruit du métal écrasé, la sensation d'être piégée. Soit elle a vécu un traumatisme grave, soit elle a des épisodes psychotiques. Ils traversèrent le service psychiatrique vers la chambre de Lily. Victor remarqua une sécurité renforcée, 2 agents de sécurité dans le couloir, des caméras dans chaque recoin et des cartes d'accès nécessaires pour chaque porte. Docteur Rodriguez, quelqu'un d'autre s'est-il intéressé au cas de Linda? Avez-vous été contacté à ce sujet? Demanda Victor, son regard perçant. Elle s'arrêta un instant, intriguée. C'est une question intéressante. Nous avons reçu un appel hier soir de quelqu'un prétendant être du comité de révision psychiatrique de l'État. Il voulait des copies des dossiers de Linda, mais lorsque j'ai appelé le comité pour vérifier, ils n'ont trouvé aucune trace de cette demande. La mâchoire de Victor se contracta. Quelqu'un travaillait contre lui, et ils étaient rapides. J'aimerais proposer quelque chose, dit Victor. J'ai apporté du matériel pour un test ADN, et j'aimerais aussi enregistrer notre conversation d'aujourd'hui. Si Linda croit vraiment que je suis son père, cet enregistrement pourrait être utile pour son traitement. Bien sûr, toute donnée supplémentaire pourrait être utile. Ils entrèrent dans la salle de consultation pour trouver Lily assise exactement à l'endroit où elle se trouvait la veille, mais son apparence avait radicalement changé. Ses yeux étaient rouges, cernés, et son visage avait cette expression de quelqu'un qui porte un lourd fardeau. Ses cheveux en désordre accentuaient son air perdu et épuisé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle leva les yeux. « Papa » murmura-t-elle. Mais cette fois-ci, ces mots portaient un poids de désespoir qui fit serrer la poitrine de Victor. « Bonjour, Linda. » Victor activa discrètement son analyseur de stress et prépara le kit de test ADN. « Le docteur Rodriguez m'a dit que tu te souvenais de plus en plus de l'accident, dit-il d'une voix calme, presque douce. » Lily hocha la tête, ses yeux fixés sur son visage avec une intensité presque dérangeante. « Je me souviens de tout maintenant. La pluie.
Maman pleurait parce que vous vous étiez disputé. Elle conduisait trop vite. Et quand on a heurté le rail de sécurité, la voiture a fait un tonneau et est tombée dans la rivière. L'analyseur de stress de Victor enregistra de fortes variations dans les biométriques de Lily, rythme cardiaque, respiration, stress vocal. Mais ces données semblaient correspondre à celles d'une personne revivant un traumatisme réel, et non d'une personne fabriquant une histoire. « Que s'est-il passé après que la voiture soit tombée dans l'eau » demanda doucement le docteur Rodriguez. « Il faisait tellement froid. Je ne pouvais pas respirer. Maman ?» Elle ne bougeait plus, mais papa m'a sorti. Il m'a tiré par la fenêtre et a nagé jusqu'au rivage, mais après il s'est effondré. Il y avait du sang dans l'eau. Linda, dit Victor avec prudence, il faut que tu sois très précise. Peux-tu décrire la blessure qui a causé ce saignement? Ta tête était coupée ici, dit-elle en montrant un endroit juste au-dessus de sa tempe gauche. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ton bras. Tu essayais de me tenir, mais ton bras gauche ne fonctionnait plus correctement. Le souffle de Victor se coupa. La blessure à la tête et les lésions nerveuses qu'elle décrivait correspondaient exactement à ses propres antécédents médicaux militaires. Des détails qui étaient classifiés et qui auraient dû être impossibles à connaître. Docteur Rodriguez, dit Victor d'une voix tendue, il faut qu'on parle en privé, de nouveau. Hors de la salle, Victor lutta pour maintenir son calme. Docteur, il faut que je vous confie quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Mes dossiers médicaux militaires montrent des blessures qui correspondent exactement à ce que Linda vient de décrire, traumatisme crânien et lésions nerveuses à mon bras gauche. Mais ces blessures se sont produites en Afghanistan, pas dans un accident de voiture. Le docteur Rodriguez l'observa attentivement. Monsieur Sinclair, est-il possible que vos souvenirs de la façon dont vous avez reçu ces blessures soient erronés? Que votre esprit ait créé l'histoire du traumatisme militaire pour bloquer quelque chose de plus dévastateur? Non. J'ai des documents, des photographies, des témoins. J'ai été blessé par une explosion d'IED. Je n'ai jamais été marié avant ma femme actuelle, et je n'ai jamais vu de fille. Alors, comment expliquez-vous que Linda connaisse ces blessures précises? Victor n'avait aucune explication. Soit Lily Morrison avait accès à des dossiers médicaux militaires classifiés, soit quelque chose de bien plus étrange se produisait. Ils retournèrent dans la salle de consultation, où Lily fixait la fenêtre avec une expression de tristesse profonde. « Linda, dit Victor en s'asseyant en face d'elle, je vais te poser quelques questions, et j'ai besoin que tu répondes aussi honnêtement que possible. »« D'accord, papa. »« Quel est ton nom complet ?»« Linda Marie Sinclair. » Mais les gens de l'autre hôpital m'appelaient Linda Morrison, parce qu'ils disaient que ma mémoire était confuse. Le sang de Victor se glaça. Il n'avait jamais dit à Lily que son nom devait être Linda Sinclair. Il lui avait spécifiquement demandé d'utiliser Linda Chambers. Quel autre hôpital? Celui de l'Oregon. J'y suis resté 15 ans, papa. Il disait que tu étais en traitement ailleurs, que tu ne pouvais pas t'occuper de moi à cause de ta blessure à la tête. Il disait que lorsque je serai guéri, lorsque je me souviendrai des choses correctement, je pourrai te retrouver. Victor regarda le docteur Rodriguez, qui prenait des notes avec une intensité croissante. Linda, qui t'a dit de venir à New York, qui t'a donné mon adresse? Le docteur Patterson, à l'hôpital de l'Oregon. Il a dit que mes souvenirs devenaient plus clairs, qu'il était temps de me reconnecter avec mon père. Il m'a donné de l'argent pour le voyage et m'a dit où te trouver. Tu te souviens du prénom du docteur Patterson? William. Le docteur. William Patterson. Il a été gentil avec moi, mais il semblait toujours triste quand il parlait de toi. Il disait, tu as traversé des choses terribles et tu ne te souviendras peut-être pas de moi au début. Les mains de Victor tremblaient maintenant. Le docteur. William Patterson avait été son supérieur en Afghanistan, l'homme qui l'avait sorti des décombres après l'explosion de l'IED. Patterson était mort dans un accident d'hélicoptère il y a 3 ans. Docteur Rodriguez, dit Victor d'une voix à peine contrôlée, il faut que je passe quelques appels. Dans le couloir, Victor appela son ancien contact des services de renseignement militaire, le colonel Sarah, en utilisant une ligne sécurisée. Sarah,
j'ai besoin que tu fasses une enquête complète sur Linda Morrison. Aussi, Linda Sinclair, 22 ans, originaire de l'Oregon. Et j'ai besoin que tu vérifies si le docteur William Patterson avait des liens avec des établissements psychiatriques dans le Nord-Ouest Pacifique avant sa mort. Victor, de quoi il s'agit? Tu as l'air. Fais juste les vérifications. Et Sarah, utilise la plus haute sécurité possible. Je pense que quelqu'un joue avec des informations classifiées. Les résultats arrivèrent dans l'heure. Il n'y avait aucune trace de l'existence de Linda Morrison. Pas d'acte de naissance, pas de dossier scolaire, pas de numéro de sécurité sociale. Mais il y avait un dossier de Linda Marie Sinclair, 22 ans, qui avait été patiente à l'Institut psychiatrique de Henderson en Oregon pendant 15 ans. Selon les dossiers, Linda Sinclair était la fille du capitaine Victor Sinclair et d'Helena Sinclair, qui étaient morts dans un accident de voiture lorsque Linda avait 7 ans. Le père, selon les archives, avait été transféré dans un établissement psychiatrique militaire pour traiter un PTSD sévère. Et la perte de mémoire après l'accident. Mais rien de tout cela n'était vrai. Victor n'avait jamais été marié à une femme nommée Helena, n'avait jamais vu de fille, et n'avait jamais eu d'accident de voiture. Quelqu'un avait créé toute une fausse histoire, complète avec des dossiers militaires, des fichiers psychiatriques et une personne vivante qui croyait chaque détail. Le dernier élément arriva sous la forme d'un appel de Sarah et « Victor, j'ai trouvé quelque chose. » Le docteur Patterson a bien travaillé avec des établissements psychiatriques avant sa mort. Il faisait partie d'un programme classifié appelé le projet Mindbridge, un programme de recherche en guerre psychologique. Ce programme était conçu pour créer des agents dormants en utilisant l'implantation de souvenirs et la manipulation de l'identité. Victor sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu veux dire que Linda est une agente dormant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je dis que quelqu'un a utilisé la psychologie expérimentale pour créer une personne qui croit véritablement qu'elle est ta fille, avec des souvenirs détaillés qui s'imbriquent parfaitement dans ton histoire réelle. La question est, qui a accès à cette technologie et pourquoi l'utilise-t-il contre toi ?» Victor raccrocha, le cerveau en ébullition. Il se dirigea vers la salle de consultation où Lily l'attendait, avec l'expression patiente qu'elle portait depuis 2 jours. Mais à présent, il comprenait qu'elle n'agissait pas. Elle croyait véritablement qu'elle était sa fille, car quelqu'un l'avait programmée pour le croire. Quelqu'un qui connaissait son histoire réelle, ses années de service militaire, sa situation actuelle avec Brooke. Quelqu'un qui utilisait la guerre psychologique contre lui avec la même précision impitoyable qu'il avait envisagé d'utiliser contre sa femme et son amant. « Linda, dit-il doucement, je te crois, et je vais t'aider à te souvenir de tout. » Mais d'abord, il allait trouver celui qui l'avait créé et le détruire. Chapitre 7. Le chasseur devient la proie. Victor passa la route du retour à analyser les implications de ce qu'il venait de découvrir. Quelqu'un, avec un accès à une technologie classifiée de guerre psychologique militaire, avait créé Lily Morrison, Linda Sinclair, comme une arme contre lui. La sophistication requise était stupéfiante, de faux dossiers militaires, des antécédents psychiatriques fabriqués, et une implantation de mémoire si détaillée que le sujet croyait sincèrement à son passé inventé. Ce n'était pas une manipulation amateur. C'était une guerre psychologique professionnelle de haut niveau. La question était, pourquoi? Victor avait fait des ennemis durant son service militaire, mais le projet Mindbridge aurait été bien trop classifié pour que la plupart y aient accès. Quelqu'un avec des connexions sérieuses dans le renseignement le ciblait, et cela faisait des mois, voire des années, qu'il planifiait tout cela. Le téléphone sécurisé de Victor vibra alors qu'il arrivait dans son allée. Un autre numéro non traçable. Tu profites bien de ta réunion de famille? Phase 1 terminée. Phase 2 commence ce soir. Vérifie ton bureau du sous-sol. Le sang de Victor se glaça. Quelqu'un était entré chez lui, dans son espace le plus sécurisé. Il entra par la porte d'entrée, se déplaçant avec la précision prudente que son entraînement lui avait enseignée. La maison semblait normale. Le sac à main de Brooke sur le comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur la table à manger, l'odeur subtile de son parfum dans l'air. Mais en descendant dans son bureau du sous-sol, il sut immédiatement que quelqu'un était passé par là. Rien n'était clairement déplacé,
mais les signes subtils étaient indéniables pour quelqu'un formé à la surveillance, une chaise légèrement repositionnée, des papiers empilés dans un ordre qu'il n'utilisait jamais, son écran d'ordinateur légèrement incliné. Sur son bureau, il y avait un simple dossier Manila qui n'y était pas ce matin-là. À l'intérieur, une photo de Brooke et Todd ensemble dans sa salle de sport, et en dessous, une note manuscrite dans une écriture familière. Certaines trahisons vont plus loin que le mariage. Certaines vengeances prennent plus de temps à planifier. Phase 2, que les jeux commencent. Elena. Victor fixa la signature, l'esprit en effervescence. Elena, le nom des faux souvenirs de Linda. La femme fictive qui aurait soi-disant péri dans un accident de voiture avec leur fille imaginaire. Mais l'écriture n'était pas fictive. Victor l'a reconnue, même s'il ne l'avait pas vue depuis près de 20 ans. Elena Vasquez avait été une collègue dans le renseignement en Afghanistan, avec qui il avait travaillé sur plusieurs opérations classifiées. Plus que cela, ils avaient été amants pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'elle soit réaffectée à une autre unité. Victor avait cru l'aimer, mais les relations militaires étaient complexes, et il s'était éloigné après sa mutation. Elena avait été déclarée morte en mission 2 ans plus tard, lors d'une opération en Syrie qui avait mal tourné. Victor avait assisté à la cérémonie commémorative, avait pleuré pour ce qui aurait pu être. Mais si Elena était vivante, si elle avait opéré sous couverture profonde pendant 15 ans, alors tout ce que Victor croyait savoir de son passé était faux. Son téléphone sécurisé sonna. Cette fois, quand il décrocha, il entendit une voix qu'il pensait avoir été réduite au silence pour toujours. « Bonjour, Victor. » Surpris. Elena. Son nom sortit à peine comme un murmure. « Tu es censée être morte. » La mort a été grandement exagérée. C'était nécessaire pour la mission, mais temporaire. Je t'ai observé pendant très longtemps, ma mort. T'observer construire ta petite vie. Te voir planifier ta petite vengeance contre ta femme infidèle. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce jeu élaboré avec Linda? Le rire d'Elena était chaleureux et familier, portant des échos des nuits dans le désert et des secrets partagés. Parce que tu m'as fasciné à l'époque, et tu me fascines encore aujourd'hui. La façon dont ton esprit fonctionne, la précision de tes plans, la cruauté que tu dissimules derrière cette façade respectable. Je voulais voir comment tu allais gérer une opération psychologique dirigée contre toi. Tu as utilisé une jeune fille innocente comme une arme. Innocente, Victor. Linda n'est pas une actrice que j'ai recrutée. C'est ma fille. Notre fille. Les mots frappèrent Victor comme un coup physique. C'est impossible. Nous n'avons jamais été mariés. Non, mais nous étions ensemble, et j'étais enceinte quand j'ai été réaffecté. Je ne t'ai jamais dit cela parce que je savais que ça compromettrait nos carrières. Après la mission en Syrie, quand je suis officiellement morte, j'ai accouché de Linda dans une planque en Roumanie. Elle a été avec moi depuis ce jour. Les jambes de Victor cédèrent sous lui, et il s'effondra sur la chaise de son bureau. Linda est vraiment ma fille. Biologiquement, oui. Mais je lui ai ajusté ses souvenirs quand elle était jeune. Je lui ai donné un autre père, une autre histoire. C'était plus sûr, plus simple. Elle a grandi en pensant que son père était un homme d'affaires mort quand elle était petite. Mais alors, comment se souvient-elle des détails de mes blessures militaires? Des choses qui sont arrivées avant sa naissance? Parce qu'il y a 3 mois, j'ai fait ajuster à nouveau ses souvenirs. Les faux ont été supprimés, les vrais ont été restaurés, avec quelques détails supplémentaires tirés de tes dossiers classifiés. Je voulais qu'elle te trouve naturellement, qu'elle soit vraiment confuse à propos de son identité. La performance que tu as vue à l'hôpital n'était pas du jeu, Victor. C'était une jeune femme dont toute la réalité avait été réécrite, essayant désespérément de comprendre qui elle était vraiment. Victor se sentit malade. Tu as torturé notre fille pour m'atteindre. Je l'ai préparée pour la vérité. Il y a une différence. Linda est forte. Elle a hérité de cela de nous deux. Elle se remettra de la confusion temporaire dès qu'elle comprendra tout. Que veux-tu, Elena? Ce que j'ai toujours voulu, toi. Mais pas la version domestiquée que tu es devenue. Jouant à la maison avec une petite garce.
Je veux le Victor que je connaissais en Afghanistan. Tranchant, dangereux, sans compromis. L'homme qui pouvait éliminer 3 opératifs ennemis avec une fourchette de dîner. Victor était prêt à orchestrer une opération de guerre psychologique qui ferait pâlir la CIA de jalousie. Son esprit tournait à toute allure, essayant de traiter les implications de ce qu'on venait de lui révéler. « Tu m'as observé préparer ma vengeance contre Brooke, dit-il lentement. Chaque détail, ta surveillance, tes campagnes de pression psychologique, ton calendrier pour la détruire, elle et son amant. C'était fascinant à observer. Victor, élégant et impitoyable, mais à petite échelle. Mais j'ai quelque chose de plus grand en tête. Todd Brennan n'est pas qu'un simple entraîneur personnel qui a une liaison avec ta femme. C'est un ancien agent des services de renseignement qui a disparu des radars il y a 3 ans. Il utilise sa relation avec Brooke pour accéder à tes dossiers clients, vendant des informations sensibles concernant tes missions de sécurité à des intérêts étrangers. Victor sentit un autre élément du puzzle se mettre en place dans son esprit. Tu veux dire que Todd a ciblé Brooke spécifiquement pour arriver jusqu'à moi, demanda-t-il, l'esprit de plus en plus clair. Le vrai nom de Todd est Tomakov. C'est un agent des services de renseignement russes, impliqué dans une opération à long terme pour compromettre les contractants de sécurité américains. Ta femme ne te trompe pas par amour ou pour de l'argent, Victor. Elle a été recrutée comme une pièce maîtresse dans leur jeu. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses. Si Brooke travaillait pour les services étrangers, cela signifiait que toute la clientèle de Victor était compromise. Ses protocoles de sécurité, ses méthodes, ses contacts, tout ce qu'il avait bâti risquait de tomber entre de mauvaises mains. « Pourquoi me dis-tu tout cela ?» demanda-t-il, l'air impassible. « Parce que j'ai besoin de ton aide pour les arrêter. Et aussi parce que tu mérites de savoir que ta vengeance personnelle fait désormais partie d'un jeu bien plus grand. Todd et Brooke ne volent pas seulement ton mariage, Victor. Ils volent ton pays. » Victor se leva et se dirigea vers son coffre-fort mural, en sortant une arme de poing, la vérifiant méthodiquement. « Où sont-ils maintenant ?» demanda-t-il, le regard toujours aussi froid. « Ils sont ensemble dans l'appartement de Todd, en train de télécharger les derniers fichiers de tes clients sur un serveur sécurisé. Ils prévoient de disparaître ce soir. Dès que Brooke déposera les papiers du divorce demain matin, au moment où tu réaliseras ce qui se passe, ils seront déjà à Moscou avec suffisamment d'informations pour compromettre tous tes clients. Et tu veux que je les arrête ? Je veux que nous les arrêtions ensemble, comme nous aurions dû le faire depuis le début. » Victor fixa la photo de Brooke et Todd, un froid déterminé envahissant son esprit, la sensation familière avant une opération. Sa vengeance personnelle était désormais compliquée par des enjeux bien plus vastes, mais la mission de base demeurait la même, éliminer les menaces qui pesaient sur tout ce qu'il avait construit. « Que proposes-tu » La voix d'Elena laissait entendre un sourire dans sa réponse. « Je vais te montrer quelque chose qui te rappellera pourquoi nous avons si bien travaillé ensemble en Afghanistan. Quelque chose de final, d'absolu. » Il écoutait attentivement, sentant l'adrénaline monter à l'idée de l'opération à venir. Le bâtiment de Todd a une fuite de gaz signalée à la ville, mais pas encore réparée. C'est tragique, n'est-ce pas, quand ces vieux immeubles ont des accidents, surtout lorsque des agents étrangers sont imprudents avec leurs cigarettes. Victor ressentit une montée d'excitation, ce mélange de certitude morale et de capacité létale qui avait fait de lui un agent efficace sur le terrain. Elena avait raison. Il avait pensé trop petit, planifiant une vengeance psychologique alors que la situation demandait une action directe. Victor était sur le point de faire face à un choix décisif, une décision qui pourrait marquer à jamais sa vie et celle de sa fille. Tout ce qu'il avait planifié, tout ce qu'il avait envisagé, s'était effondré en une fraction de seconde, à la simple mention de Linda l'appelant « papa ». Mais quelque chose d'autre l'arrêta. Une prise de conscience, qui s'était construite lentement dans son esprit depuis le moment où il avait entendu la voix de Linda. « Elena, annule la mission. »« Quoi ? » ?»« Victor, on ne peut pas. » »« J'ai dit annule. Je n'activerai pas l'appareil. » Le silence régna dans la radio pendant plusieurs secondes. Puis, la voix d'Elena, glacée, se fit entendre. « Victor, qu'est-ce qui ne va pas ? Ils sont juste là. Nous pouvons en finir. Nous pouvons le faire autrement.
Victor se leva brusquement, se détournant de l'immeuble. Il laissa l'appareil incendiaire en place, mais l'armée. Elena, cela fait 2 ans que je planifie ma propre vengeance contre Brooke et Todd. Torture psychologique élaborée, ruine financière, humiliation publique. J'allais les détruire lentement, complètement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je me suis rendu compte que l'homme qui planifie ce niveau de vengeance n'est pas un homme qui devrait élever une fille. Linda a déjà traversé assez de manipulation et de traumatisme. Elle a besoin d'un père qui puisse choisir le pardon plutôt que la vengeance. Victor, ce sont des agents étrangers. Ils ont compromis tes clients, volé des informations classifiées. Alors, nous allons gérer cela légalement. Je vais contacter le FBI, fournir des preuves, laisser la justice faire son travail, mais je ne vais pas devenir un tueur devant la fenêtre de ma fille. Un long silence suivit, puis la voix d'Elena, désormais plus froide, s'éleva. Je t'ai mal jugé, Victor. L'homme que je connaissais en Afghanistan n'aurait pas hésité. L'homme que tu connaissais en Afghanistan n'avait pas de fille à protéger. Victor se dirigea vers sa voiture lorsque l'explosion illumina le ciel nocturne derrière lui. L'onde de choc fut colossale, brisant des vitres sur 3 blocs et envoyant une boule de feu dans l'obscurité. Il se retourna, horrifié, fixant l'enfer de flammes qui avait été l'immeuble de Todd. Elena, qu'est-ce que tu as fait? J'ai accompli la mission. Sa voix traversa le microphone, crépitant à cause de l'impulsion électromagnétique. Certaines trahisons nécessitent du sang, Victor. Je pensais que tu comprenais cela. Victor courut vers le bâtiment en feu, mais la chaleur était trop intense pour s'en approcher. Les camions de pompiers arrivaient au loin, mais il n'y avait aucune chance que quiconque à l'intérieur ait survécu. Brooke et Todd étaient morts. Elena les avait tués tous les deux, alors que Victor croyait qu'il choisissait la miséricorde. Elena, hurla-t-il dans son microphone, mais il n'y eut aucune réponse. Elle était partie, disparue dans la nuit, comme elle avait été formée à le faire. Victor se tint dans la rue, observant les funérailles de sa femme contre le ciel nocturne, réalisant que ses choix l'avaient mené à ce moment, aussi sûrement qu'il aurait activé l'appareil lui-même. Il avait cru qu'il choisissait le pardon. Mais Elena avait eu raison sur un point, certaines trahisons ne pouvaient être répondues que par le sang. La question maintenant était de savoir quel genre d'homme il serait quand il entrerait à l'hôpital le lendemain pour récupérer sa fille. Chapitre 9, le prix de la vérité. Victor était assis dans sa voiture, garé devant le Westchester Medical Center, alors que le soleil se levait sur le parking, fixant sur son téléphone la couverture médiatique de l'explosion. L'histoire officielle était exactement ce qu'Elena avait planifié, fuite de gaz, tragique accident. 2 victimes identifiées comme Brock Sinclair et Thomas Brennan. Le FBI découvrirait éventuellement la véritable identité de Todd et ses liens avec les services de renseignement, mais d'ici là, le récit serait déjà établi, un accident aléatoire, pas un assassinat. Victor avait passé la nuit à revoir tout ce qu'il savait sur le retour d'Elena de la mort, sa manipulation des souvenirs de Linda, et son orchestration des meurtres de la nuit précédente. La femme qu'il avait autrefois aimée était devenue bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé, quelqu'un prêt à tuer sans hésitation et à manipuler leur propre fille comme une arme. Mais la réalisation la plus perturbante était qu'Elena avait eu raison sur un point. Victor avait planifié sa propre forme de meurtre psychologique contre Brooke et Todd. La seule différence entre son plan et celui d'Elena résidait dans la méthode, non l'objectif ultime de destruction. Le docteur Rodriguez le rencontra dans le hall de l'hôpital avec une expression de sympathie professionnelle. « Monsieur Sinclair, j'ai entendu parler de l'accident terrible de la nuit dernière. Je suis tellement désolé pour votre perte. »« Merci, » répondit Victor, bien qu'il ne sache pas quelle émotion il était censé ressentir. Soulagement que la trahison de Brooke soit terminée. Culpabilité d'avoir planifié sa propre vengeance. Colère qu'Elena l'ait forcé à agir ainsi. Comment va Linda ce matin? Beaucoup mieux, en fait. Elle n'a cessé de vous demander. Les souvenirs semblent se stabiliser. Elle ne connaît plus la confusion et la fragmentation que nous avons observées hier. Ils marchèrent dans le service psychiatrique vers la chambre de Linda. Victor redoutait la conversation à venir,
sachant qu'il devrait mentir à sa fille au sujet des actions de sa mère et de son propre rôle dans les événements de la nuit dernière. Linda était assise près de la fenêtre lorsqu'ils entrèrent, semblant plus posée qu'elle ne l'avait été depuis que Victor l'avait rencontré. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina d'une joie sincère. « Papa, le docteur Rodriguez a dit que je peux rentrer chez moi aujourd'hui si tu es prêt à me ramener. » Victor sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Le mot « maison » impliquait une vie ensemble qu'il n'était pas sûr de savoir comment reconstruire. « Linda, nous devons d'abord parler de certaines choses. »« De ta mère ? De ce qui va se passer ensuite ? » ?»« Je sais, » dit-elle doucement. « Le docteur Rodriguez m'a dit que maman est morte dans l'explosion. Je suis triste, mais je ne suis pas surprise. Elle a toujours vécu dangereusement. » Victor échangea un regard avec le docteur Rodriguez. « Que veux-tu dire par là ? » Elle voyageait toujours impliquée dans des choses dont elle ne pouvait pas parler. Je savais qu'elle n'était pas vraiment une agente de voyage comme elle le disait aux gens. Et quand elle a décidé de changer mes souvenirs, elle m'a expliqué que c'était pour ma sécurité, qu'il y avait des gens qui pourraient me faire du mal si jamais ils savaient qui était réellement mon père. « Linda, ta mère t'a dit que j'étais ton père ? » Il y a 3 mois, oui. Elle m'a dit que c'était le moment pour moi de connaître la vérité, que j'étais assez grande pour la comprendre. Elle m'a dit que tu étais un spécialiste de la sécurité, que tu avais travaillé pour le gouvernement, que tu étais courageux et... Il était bon, mais aussi dangereux lorsqu'il fallait l'être. Victor s'assit en face d'elle, tentant d'assimiler cette nouvelle information. « T'a-t-elle dit pourquoi elle a simulé sa mort il y a toutes ces années ?» demanda-t-il, une lueur de curiosité dans ses yeux fatigués. Elle a dit que c'était une mission qui avait mal tourné, mais qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison, car cela nous aurait mis tous les deux en danger. Elle nous a observés à distance, veillant à notre sécurité. Le docteur Rodriguez s'éclaircit la gorge. « Monsieur Sinclair, je vais vous laisser un moment de répit pour parler. Mais Linda, souviens-toi de ce que nous avons discuté concernant le traitement lent des informations traumatiques. » Une fois le médecin parti, Victor se concentra sur le visage de sa fille, cherchant les signes de la manipulation psychologique dont Elena lui avait parlé. Mais Linda semblait étonnamment stable, pour quelqu'un dont la réalité avait été réécrite non pas une, mais 2 fois. « Linda, comment te sens-tu, maintenant que tu sais que tes souvenirs ont été modifiés ?» demanda Victor, une inquiétude douce dans la voix. Confuse au début, mais ensuite soulagée, répondit-elle, le regard lointain. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, comme s'il y avait des morceaux de ma vie qui ne collaient pas. Quand les vrais souvenirs sont revenus, tout a pris sens. Et tu n'es pas en colère contre ta mère pour t'avoir menti, poursuivit Victor, cherchant à comprendre. Linda réfléchit un instant, son regard devenant plus doux. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour me protéger. Mais je suis heureuse de t'avoir trouvé, papa. J'ai été seule si longtemps. Victor sentit le poids de la responsabilité se poser sur ses épaules. Cette jeune femme était sa fille, née d'une brève relation il y a 20 ans, façonnée par des mensonges et de la manipulation, mais finalement innocente des jeux que les adultes avaient joués autour d'elle. Linda, si tu viens vivre avec moi, ça va être compliqué. La mort de ta mère signifie que tu n'as plus de famille, à part moi, et je n'ai jamais été père. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Elle sourit, un sourire qui rappela à Victor Elena à ses meilleurs jours, confiante, optimiste, prête à relever tous les défis. On trouvera ça ensemble. Les 2 heures suivantes, le docteur Rodriguez expliqua le processus de sortie de l'hôpital et fournit à Victor des contacts pour des thérapeutes spécialisés dans les cas de mémoire retrouvée. Linda aurait besoin de soutien psychologique continu pour s'ajuster à son identité retrouvée, mais son pronostic était bon. Alors qu'il se dirigeait vers le parking de l'hôpital, Linda portant un petit sac d'effets personnels, le téléphone de Victor vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Je vois que tu t'occupes bien de notre fille. Souviens-toi, c'est tout ce qu'il me reste maintenant. Ne laisse pas passer ta chance. » Victor effaça le message sans répondre. Elena était toujours là, quelque part, manipulant les événements à distance. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle lui avait donné quelque chose de plus important que la vengeance ou la justice. Elle lui avait donné une fille.
Papa, demanda Linda alors qu'ils arrivaient à sa voiture. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Victor regarda cette jeune femme qui partageait son sang, mais pas son histoire, façonnée par des mensonges, mais qui était restée authentique. Elle avait perdu sa mère, mais gagné un père dans la même nuit terrible. Maintenant, on rentre à la maison, dit-il simplement. Et on recommence. En s'éloignant de l'hôpital, Victor fit une promesse silencieuse. Il protégerait Linda des manipulations continues d'Elena, de la vérité sur les meurtres de la nuit dernière, et de l'obscurité qui avait marqué sa propre vie trop longtemps. L'homme qui avait passé 2 ans à planifier une vengeance élaborée était mort, brûlé dans la même explosion qui avait tué ses ennemis. À sa place, il y avait un homme nouveau, un père qui choisirait l'avenir de sa fille plutôt que son passé. Ce n'était pas la fin que Victor avait imaginée. Mais en écoutant Linda parler avec enthousiasme de sa nouvelle maison, il se rendit compte que c'était peut-être la fin qu'il méritait. Le jeu était terminé. Elena avait gagné, Brooke et Todd étaient morts, et Victor avait une fille à élever. Certaines victoires, il apprenait, ressemblaient étrangement à des défaites. Mais certaines défaites ouvraient des portes vers des possibilités que la vengeance ne pouvait jamais offrir. Victor Sinclair, l'opérateur impitoyable des services secrets, était terminé. Victor Sinclair, le père, venait tout juste de commencer. Épilogue. 6 mois plus tard, Victor se tenait dans son sous-sol rénové, un endroit qui n'était plus un centre de surveillance, mais le studio d'art de Linda. Elle avait découvert un talent pour la peinture lors de ses séances de thérapie, et ses toiles remplissaient la pièce de couleurs et de vie. L'enquête officielle sur l'explosion de l'appartement avait conclu exactement comme Elena l'avait prévu, une mort accidentelle due à un entretien négligé du bâtiment. Le domaine de Brooke avait été réglé, ces trahisons n'ayant jamais été découvertes par les autorités. Victor avait discrètement contacté le FBI au sujet des connexions de Todd avec les services de renseignement, fournissant suffisamment de preuves anonymes pour déclencher une enquête de contre-espionnage. Plusieurs autres agents russes avaient été identifiés et neutralisés. En conséquence, Elena restait une ombre, envoyant parfois des messages indétectables auxquels Victor ne répondait plus. Elle était en vie quelque part, probablement à la tête de nouvelles opérations, jouant à de nouveaux jeux. Mais elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Victor avait changé, devenu l'homme qu'elle n'avait jamais imaginé, un père capable de choisir la famille plutôt que la vengeance. Linda prospérait. Elle s'était inscrite à l'université, avait trouvé des amis et avait lentement construit une vie qui lui appartenait entièrement. Les souvenirs fabriqués avaient été intégrés à son histoire réelle à travers des mois de thérapie, et elle avait émergé plus forte que quiconque n'aurait imaginé. Elle l'appelait toujours « Papa », et Victor avait appris à aimer ce son. « Papa », appela Linda depuis l'étage. Le dîner est prêt. Victor sourit et se dirigea vers la cuisine, quittant derrière lui le sous-sol où il avait autrefois planifié la destruction, se dirigeant vers un avenir construit sur l'espoir, et non sur la vengeance. Certaines batailles, il avait appris, se gagnaient en déposant les armes plutôt qu'en les brandissant. Et certaines familles se forgeaient dans le feu, mais étaient tempérées par le choix d'aimer plutôt que de haïr. Victor Sinclair avait enfin trouvé une mission qui en valait la peine, être le père que sa fille méritait. L'homme qui n'avait jamais pardonné à personne avait appris à se pardonner à lui-même. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Hello, chickies. Are you gonna be on my fucking time? Oh man, I haven't seen that movie in ages. Yeah, I'm gonna have to cook my food pretty soon here. Just need more. Ah, shit. We need to cook. Oh, Manny, we need to cook. I get it. That took me a second.
Jesse! I've also heard this track live. I don't know how to say that. Erased Angry Snake Senpai. How you doing? Welcome to the stream. Thank you for watching. I'm going to kill you evilly now. Also, super fuck you. Huh? I've never in my life seen Automod stop a roulette like that. I don't know why Automod flagged that. Something about that specific number? That was weird. Okay. I don't feel like waiting for that to cook, so we are going to get into the caves, I think. Automod was like, you sure you're old enough to be here? Actually, you have to be 21 to gamble. Trying to hit top 5, is that the goal? I don't have enough wood. I should not come down here yet. See, okay, no, we're gonna be smart. I'm not gonna be plagued by trying to speedrun to catch up. So I keep getting myself killed when I do that. Then I have to restart all over again. So we're gonna get some wood before we go into the caves. Oh, I should definitely just be going down there. Oh yeah, okay. But being responsible? Bro, you saw how I got killed by a single piglin. That I was just trying to speed up my trade rates by getting 3 piglins instead of 2 piglins in that hole. And lo and behold, here we are in a fresh world. Since when did Responsible Careful Mana show up? Since I'm on fucking World 26 and we still have 0 wins. Zilch. Zip. Nada. Okay, we have enough wood. We have an okay amount of food. And then the wealthy use their aristocratic power. It's true, dude. That's the only reason we lost last night.